Commission environnement, président Cyril Meunier. Commission eau et milieux aquatiques, président de la commission, M. René Revol. Commission transport et mobilité, présidente Mme Isabelle Gianiel. Il manque un I. Commission espace public, président M. Rabi Youssous. Commission développement économique et attractivité, présidente Mme Chantal Marion. Commission emploi, PME, PME artisanat, agriculture, présidente Mme Isabelle Touzard. Commission logement, président Noël Ségura. Commission aménagement et urbanisme, présidente, c'est pas Isabelle, c'est Stéphanie Janin. Commission politique de la ville, présidente Madame Catherine Dardet. Je mets aux voix les commissions. Quelqu'un est contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie en sachant que l'ensemble des maires et des élus des communes seront les bienvenus à l'intérieur de toutes ces commissions. Rien n'est changé. Je vais appeler M. Max Lévita pour le rapport suivant, l'affaire numéro 6, qui concerne les finances et la fiscalité, le taux et les produits 2014. Nous nous sommes engagés à maintenir stables les taux d'imposition, à ne pas les augmenter pendant toute la durée du mandat, villes et agglomérations. Nous remplissons nos engagements. Monsieur le Président de la Commission Finances, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, ainsi que vous venez de l'indiquer en ce qui concerne les taux, le taux d'évolution des taux en 2014 est égal à 0%, ainsi que nous nous y étions engagés. Pour un tout petit peu de précision, je vous indique les bases nettes d'imposition qui nous ont été notifiées par la Direction régionale des finances publiques. En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, elle s'élève à 148 979 000. La taxe d'habitation, 648 665 000. La taxe sur le foncier bâti, 554 321 000. Et la taxe sur le foncier non bâti, 1 983 000 euros. En appliquant les taux identiques, soit une évolution de 0%, le produit attendu s'élèvera, en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, à 54 496 000, la taxe d'habitation à 78 358 000, la taxe sur le foncier bâti à 925 000 euros, la taxe sur le foncier non bâti 112 000 euros. À titre d'information, la direction régionale nous a également notifié les montants suivants. L'allocation compensatrice 5 175 000, la taxe additionnelle au foncier non bâti 544 000, l'IFER, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, 1 333 000, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, 28 331 000, la TASCOM, la taxe sur les surfaces commerciales, 5 743 000. Vous indiquez également que la communauté d'agglomération de Montpellier est contributrice au Fonds national de garantie individuelle des ressources à hauteur de 18 616 655 euros. Permettez-moi de vous indiquer également, mes chers collègues, que les services de l'administration, et qu'ils en soient félicités et remerciés, M. Finat et Mme Cellier, ils avaient prévu que nous aurions des rentrées à hauteur de 295
630 000. Ils se sont trompés sur 295 368 000 euros, ce qui est un bel exploit à noter, à remarquer. Mes chers collègues, je vous invite en dernier lieu. Le rapport de M. Malvy et Lambert est disponible sur Internet pour un redressement des finances publiques fondé sur la confiance mutuelle et l'engagement de chacun. Je vous indique qu'il y a une proposition qui nous paraît tout à fait remarquable. C'est la proposition 49. Il s'agit de proposer aux régions, aux départements, aux principales agglomérations un pacte volontaire individualisé avec l'État, fixant l'évolution de la DGF sur 3 ans et la compensation des décisions de l'État impactant sans accord préalable les finances des collectivités. En second lieu, l'évolution des dépenses, prélèvements, déficits et endettements, éventuellement les fusions ou regroupements de collectivités. Ce pacte serait assorti de mécanismes d'incitation financière pour les deux parties. Et la conclusion de ce rapport, qui est une très bonne conclusion, enfin je trouve, l'effort demandé aux collectivités est difficile, il serait absurde de chercher à le dissimuler. Cet effort est réalisable néanmoins sous 3 conditions. La première, essentielle, est que les mécanismes de responsabilisation du prescripteur de la dépense, et notamment de l'État lorsqu'il s'agit de lui, soient effectifs. Autrement dit, les collectivités ne parviendront à tenir cet objectif que si aucune dépense nouvelle n'est imposée par l'État aux collectivités sans être compensée. Ne riez pas, Monsieur Grand, c'est un très bon rapport. Merci, Monsieur Lévita. J'ouvre le débat. Monsieur Daubergue. Monsieur le Président, mes chers collègues, lors de votre campagne, vous aviez précisé, bien évidemment, que vous n'augmenteriez pas les taux de la fiscalité au niveau de la ville de l'Agglo. Donc, de ce côté-là, le respect est confirmé. Je fais référence cependant à ce qui s'est passé il y a 2 ans, où l'agglomération avait décidé de manière unilatérale d'augmenter la taxe d'habitation de 9%. Et je crois que vous aviez fait partie, à ce moment-là, de ceux qui avaient voté contre cette décision. En tout cas, c'est ce que vous avez rapporté tout au long de la campagne. Je ne sais pas si vous étiez le seul ou s'il y avait d'autres membres de la précédente Assemblée qui avaient voté contre cette décision. Mais il faut savoir que cette augmentation de la taxe d'habitation en une seule fois de 9% a pesé lourdement sur les contribuables de l'agglomération de Montpellier. Ça, c'est le premier point. À l'époque, bien évidemment, vous n'aviez pas la possibilité de vous opposer à cette décision qui, majoritairement, a été votée. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes responsable de la politique qui va être menée par l'institution et vous avez la possibilité non seulement de ne pas augmenter les impôts, ni les taux, mais vous avez la possibilité de corriger cette erreur que vous aviez dénoncée par le passé. Alors je sais, comme le dit M. Lévita, que le rapport Malvy montre que les finances publiques vont être difficiles à équilibrer, mais aujourd'hui, les habitants de l'agglomération de Montpellier sont victimes, comme beaucoup d'autres, du poids de la fiscalité et qui, ici, doit être mis en parallèle avec le niveau de précarité qui sévit sur l'agglomération. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner, parce qu'il serait important qu'en même temps que M. Lévita nous donne les masses correspondant aux recettes budgétaires, aux recettes fiscales de l'agglomération, il serait important que nous ayons les recettes fiscales de l'année précédente, pour que nous puissions évaluer au travers de l'augmentation des bases si il y a une augmentation du prélèvement et du poids qui va peser sur les contribuables. Concernant les entreprises, la CFE a fait l'objet ces derniers mois de beaucoup de discussions parce que
nous avons tous pris conscience qu'une CFE élevée, 36,58%, était un obstacle et un frein à l'activité économique. Si je fais référence aux agglomérations et métropoles voisines, Toulouse et Marseille, par exemple, ont un taux de CFE qui est à 32%. Lyon, qui est une ville où l'activité économique est très intense, a un taux de CFE légèrement supérieur à 27%. Donc la question que je vous pose, c'est, ne faut-il pas, avant de prendre une décision et de voter aujourd'hui, attendre que l'audit sur les finances publiques que vous avez souhaité ou que vous avez lancé, je ne sais pas où vous en êtes, soit évalué, que les conclusions soient tirées, afin que nous puissions tout à fait objectivement voir quelles sont les marges de manœuvre de la collectivité, en fonction bien sûr des orientations qui seront prises, mais également en fonction du niveau de la dette et de l'équilibre budgétaire qui s'y réfère. Voilà pourquoi je pense, Monsieur le Président, qu'il serait souhaitable de ne pas se prononcer aujourd'hui, mais de réfléchir à cette solution. Merci, Monsieur Domergue. Madame Jamet, je vous donne la parole juste après. Nous allons répondre à Monsieur Domergue, simplement pour lui rappeler que le vote des taux 2014 doit se faire avant le 30 avril, c'est une obligation légale, et nous répondons à la demande des Montpelliérains qui nous ont élus sur cette proposition, ne pas augmenter les taux. Nous répondons à la parole que nous avons donnée tout simplement, et d'ailleurs je vous remercie de nous en avoir rendu acte. Monsieur Lévitin. Je voudrais rappeler à notre collègue qu'un budget primitif a été voté et que nous ayons voté pour ou contre, il a été voté. Et jusqu'à ce qu'on le dénonce, il est en fonction. Et ce budget, il doit être équilibré. Il a été prévu en équilibre avec des dotations budgétaires qui viennent d'être indiquées. Et donc la proposition que vous faites est impossible à réaliser. En plus, elle serait illégale. Je peux répondre par contre sur les points que vous indiquez, que vous voulez, sur l'évolution des notifications par rapport à l'année précédente. La cotisation foncière des entreprises, elle diminue de 0,3%, mais ici, nous ne sommes pas d'accord, nous ne comprenons pas très bien, et nous avons donc demandé à la direction régionale des finances publiques de nous donner des informations complémentaires. Elles ne nous vont pas, ça ne colle pas avec nos prévisions. La taxe d'habitation, la base augmente de 2,8%, et comme les taux sont identiques, la base et le résultat augmentent du même taux. Sur le foncier bâti, augmente de 2,4%. Sur le foncier non bâti, diminue de 1%. La taxe additionnelle sur le foncier non bâti diminue de 3%. La cotisation sur la valeur ajoutée diminue de 3%. Mais là aussi, c'est très compliqué parce que cette cotisation fait l'objet de révisions. Il y a des entreprises qui payent avec un retard de 1, voire 2, voire 3 ans, ce qui fait que c'est très compliqué de comparer. On a un périmètre qui est difficile à fixer. Sur la TASCOM, l'évolution des bases est de 4%, l'IFER de 3%, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle est de 2,67%. Quant aux allocations compensatrices de CFE, qui est une variable d'ajustement au sein de l'enveloppe normée des dotations de l'État, ces allocations sont réduites chaque fois que l'enveloppe normée diminue, donc ces allocations diminuent de 23%. Les compensations de TH augmentent de 3%. Le prélèvement sur le Fonds national, le FNGIR, il augmente de 1%. La dotation d'intercommunalité diminue de 13%. C'est l'impact de la baisse de 1,5 milliard sur l'enveloppe nationale et qui a été répartie en fonction des recettes du seul budget principal. C'est là où nous sommes atteints. Nous passons
de 25 millions 662, de 29 millions pardon, à 25 millions. Et la dotation de compensation diminue également de 1%. Madame Jamet. Oui, on ne va pas lancer de grand débat effectivement sur ce sujet. Je relève en tout cas effectivement que mon collègue pense qu'un audit est nécessaire, c'est évident. Pour autant, je prends acte donc que vous avez décidé de ne pas augmenter. Vous savez que ça n'était pas tout à fait dans la ligne de ce que nous avions nous défendu pendant la campagne qui est terminée. J'en ai pris bonne note. Mais je relève quand même qu'un budget satisfaisant, selon nous, est un budget où l'impôt n'est pas excessif, ou si en tout cas il ne baisse pas, il n'augmente pas. Mais il faudra quand même un moment ou un autre parler de l'augmentation de la base, qui est quand même un sujet important et qui ne devrait pas cacher l'arbre, enfin l'arbre qui cache la forêt. La dette, une dette au minimum et un emprunt au minimum, c'est aussi un engagement que nous avions pris et que nous souhaiterions, sur lequel nous souhaiterions que vous soyez assez ferme et clair là-dessus. Deuxième point, je tiens à rappeler que ce que tout le monde appelle ici recette fiscale, très pudiquement, c'est tout purement et simplement de l'argent qu'on sort de la poche du contribuable. Qu'aujourd'hui, vous le savez, au regard de la crise, de la situation sociale et économique de notre région et de notre ville ou de l'agglomération, chaque euro, je le répète chaque fois, chaque euro gagné se gagne de plus en plus durement. Donc nous devons tous y être particulièrement attentifs. J'en terminerai quand même juste un dernier point. J'avais acté pendant la campagne, j'avais relevé en tout cas que ce soit pour la ville ou ici encore le taux dérisoire, en tout cas de la recette dérisoire de la taxe sur le foncier non bâti, 112 833 €, et j'avais pensé que ça aurait été un geste assez fort finalement de faire abstraction, en tout cas d'exonérer le foncier non bâti au regard de l'aspect dérisoire de cet apport, et je pense que ça aurait été un geste fort envers nos concitoyens. Donc c'est une suggestion que je vous donne. Voilà, sinon je pense que nous abstiendrons effectivement, mais que nous sommes de tout cœur avec vous. Je pense que nous allons travailler ensemble à faire, sinon en tout cas à contribuer à ce que les impôts n'augmentent pas. Et être très attentif d'ailleurs à l'action gouvernementale. Je rappelle aussi au passage que sur les dernières années, 84 nouvelles taxes ont été créées, moitié-moitié, c'est-à-dire moite-moite M. Hollande et moite-moite M. Sarkozy. Donc il faudra aussi être très attentif à cela. Voilà, donc nous nous abstiendrons, nous serons attentifs et nous travaillerons, je crois, j'espère en tout cas ensemble, à ne pas effectivement pressuriser davantage nos concitoyens. Je vous remercie. Merci Madame Jamet. Quelqu'un d'entre vous souhaite-t-il s'exprimer? Monsieur Dudiozer. Oui, Monsieur le Président, moi ici je représente ma ville qui est Vendargues, et on a chacun fait notre campagne, et pendant ma campagne, moi, je me suis engagé à baisser les impôts de 2% par an et d'avoir 10% d'ici la fin du mandat. Donc j'aimerais qu'il en fût de même au sein de ce conseil d'agglo, puisque tout se reporte in fine dans la poche du contribuable, et je souhaiterais donc, puisque les recettes, et M. Lévital a dit tout à l'heure, les bases vont augmenter de 2,8, donc si on baisse de 2%, on reviendra à une recette zéro, même à les baisser à 2%. Voilà quand même ma volonté. Merci. Merci M. Dudiozer. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? Bien, moi, je vais vous proposer de voter la proposition que j'ai présentée avec Max Lévita tout à l'heure, c'est-à-dire le maintien sans augmentation du taux, c'est-à-dire zéro augmentation d'impôt. Je le mets aux voix. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? 2, 3, 4, 5, 6 abstentions. Adopté. Je vous en remercie. Nous passons à l'affaire 8. Affaire 7, qui concerne les indemnités de fonction des élus, qui sont des dispositions légales selon les barèmes en vigueur et qui indiquent les indemnités du président, des vice-présidents,
des conseillers communautaires et des conseillers délégués. Quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer sur cette affaire? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité. Affaire numéro 8. Il s'agit là de la mise en place de la commission d'appel d'offres, qui est un organe essentiel pour le fonctionnement de l'institution. Avant de passer à la commission d'appel d'offres, je vais vous donner les résultats des 2 élections précédentes concernant d'abord M. Abdi El Kandoussi, 92 présents, 2 bulletins nuls, 12 bulletins blancs. M. El Kandoussi est élu avec 78 voix. Second membre du bureau, conseiller spécial, M. Audrin, 91 présents, 3 bulletins nuls, 14 bulletins blancs, suffrage exprimé 74 voix. M. Audrin est élu. Je reviens donc à la commission d'appel d'offres. Je vous propose comme membre titulaire M. Bonal Pierre, Mme Buono Rosy, M. Guy Barral, Mme Padeloup Marie-Pierre et M. Robert Cotte. Comme membre suppléant, Mme Catherine Dardet, M. Gérard Castres, Mme Chantal Marion, M. Joël Raymond et M. Pascal Krisanski. Ensuite, pour la commission d'appel d'offres, le Front National présente la candidature de France Jamais en titulaire et de M. Jamel Boumaz en suppléant. Donc il y a 2 listes. dont nous allons devoir nous exprimer. Est-ce que vous souhaitez que ce scrutin, c'est obligatoire, donc on est obligé de le faire à bulletin secret. Vous aurez, sur la première liste, vous mettez président, c'est-à-dire c'est notre liste, vous l'avez là, et la deuxième liste, celle proposée par le Front National. Le scrutin est ouvert. Liste 1 ou liste 2? Pardon. Je répète, liste 1, M. Bonal, Mme Buono, M. Barral, Mme Padeloup, M. Cotte. Et en suppléant, Mme Dardet, M. Castres, Mme Marion, M. Raymond et M. Krisanski. Liste 2, Mme Jamais, M. Boumaz. Philippe Sorel, Stéphanie Janin. On peut passer à l'autre. Jusqu'à la 15, c'est du scrutin obligatoirement. Nous allons délibérer sur l'affaire suivante qui concerne la délégation de services publics relative aux services publics eau potable, eau brute et assainissement. Nous vous proposons en liste numéro 1, titulaire M. Messonnier, M. El Kandoussi, Mme Janin, M. Jaoul, M. Calva. En membre suppléant, M. Moignier, M. Lucer, Mme Cassard, M. Fraisse et M. Bonal. Liste numéro 2 proposée par le Front National,
Madame Jamais titulaire, Monsieur Boumaz suppléant. Le scrutin pour la commission de délégation du service public relative au service public de l'eau est ouvert. Bulletin rose. On aurait pu mettre Carole Donada pour la CRRN. On aurait pu. Quand on regarderait. C'est pour l'affaire 8. C'est l'affaire 8. Quelqu'un demande-t-il à voter pour l'affaire 8 sur la commission d'appel d'offres? Le scrutin est clos. Nous attaquons le scrutin pour l'eau potable. Bulletin rose. Sorel Janin. Toutes les délégations de services publics sont à bulletin secret. C'est fastidieux, mais c'est la loi. Je vous proposerai, les affaires qui restent, de les voter à main levée si vous êtes d'accord.
Pour la DSP sur l'eau, quelqu'un demande-t-il encore à voter? Je déclare le scrutin clos. Nous pouvons donc nous prononcer sur l'affaire numéro 10, qui est la commission de délégation de services publics relative au service public du traitement des déchets ménagers et assimilés. Les membres titulaires. Liste numéro 1. Isabelle Gianiel, Isabelle Touzard, Robert Cotte, Christophe Cour, Gilbert Pastor. Membres suppléants. Joël Vera, Roger Kézergue, Claire Jabado, Jérémy Malek, Mustapha Majdoul. Là, il n'y a qu'une liste. C'est le bulletin orange. Vous pouvez démarrer. Donc liste 1, puisqu'il n'y en a qu'une. Philippe Sorel, Stéphanie Janin. Pour la clarté des débats, je fais part à l'Assemblée qu'en séance, nous avons reçu la déclaration signée de Mme Perla Danan, de M. Jacques Domergue, de M. Gérard Lannelongue et de M. Alex Larue, qui déclarent constituer le groupe politique citoyen droite-centre société civile au sein du Conseil d'agglomération de Montpellier. Ce groupe sera pris en considération dès notre prochain Conseil. Madame Brissot, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président. Je voudrais m'exprimer sur ce point, donc je ne ferai pas partie de ce groupe politique, vous l'avez noté, et je m'interroge un petit peu sur l'appellation parce que du coup, je ne vois pas de centristes aujourd'hui qui font partie de ce groupe. Donc juste, si jamais ce groupe ne contient pas de centristes, je préférerais qu'il ne contienne pas non plus l'appellation centre, puisque nous sommes plusieurs centristes élus à l'agglomération. Et je pense voilà, que ça, c'est vraiment une demande. Et comme il s'agissait d'une des conditions fixées par M. Domergue, je ne fais pas partie non plus du groupe à la mairie, puisque je refuse de faire partie de ce groupe à l'agglomération. Voilà. Merci pour votre intervention, Madame Brissot. Nous ne sommes pas en capacité d'arbitrer
les intentions personnelles des uns et des autres, surtout à l'intérieur des groupes politiques qui ont participé aux campagnes différentes pour les municipales. Ceci dit, je note votre position politique et je vous demanderai de bien vouloir la répéter, si vous le souhaitez, dans l'enceinte même du conseil municipal de Montpellier qui, pour la ville de Montpellier, est la seule instance officielle susceptible de recevoir les positionnements politiques officiels de l'un de ses membres. Monsieur Domergue, vous avez la parole. Rassurez-vous, ce n'est pas pour polémiquer. Simplement, ce groupe a été constitué dans un esprit coopératif pour aider la collectivité. S'il a ce type d'appellation, c'est parce qu'il est ouvert à toutes celles et ceux qui voudront nous rejoindre. Merci, monsieur Domergue. UMEP. Oui, militante UMEP. Quelqu'un parmi vous souhaite-t-il encore voter sur l'affaire numéro 10, la DSP inhérente au traitement des déchets ménagers? Le scrutin est clos. Vous pouvez dépouiller. Nous allons lancer l'affaire numéro 11 qui relate de l'élection à la commission de délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation du Zénith et du Quorum. Nous vous proposons en membres titulaires Jean-Luc Kousker, Christophe Cour, Titina da Silva Perrin, Kantali Foutasang et Jean-Pierre Ricot. Et comme membres suppléants, Jean-François Audrin, Roger Kézergue, Éric Pastor, Sonia Kerangeven et Jackie Galabrin-Boulbe. Le scrutin est ouvert. Résultat. Résultat de la commission, des résultats de l'élection pour la commission d'appel d'offres. 76 voix retenues pour la liste 1 et 2 voix pour la liste 2. Le groupe majoritaire aura donc 5 élus à la commission d'appel d'offres et le Front National 0. Madame Jamet, vous avez demandé la parole. Oui, juste quelques... commencer par une pointe d'humour. Je rappelle à Madame Perla-Danon qu'elle avait été heurtée par le fait qu'un groupe puisse être créé à 2 et qu'elle pensait qu'il fallait en faire un à 5. Et je pense qu'au train où vont les choses, elle bénira le président Sorel d'avoir accordé un groupe à partir de 2. La deuxième chose concerne cette fameuse
charte éthique anticorps dont vous revendiquez et qui, en son paragraphe B, la démocratie locale et son contrôle, admet que dès le début de la mandature, toujours dans le cas de l'affirmation, la reconnaissance des droits de contre-pouvoir de l'opposition, du contrôle de la gestion de la majorité, etc., de l'expression, dès le début de la mandature, les propositions précises seront faites par la majorité, en particulier la présidence de la commission d'appel d'offres devrait être confiée à l'opposition. Que faites-vous de ce paragraphe-là? Est-ce que, décidément, vous y avez définitivement renoncé? Non pas que j'aspire forcément à être présidente de la commission d'appel d'offres, mais je pense que admettre que l'un d'entre nous participe, en tout cas, à l'élaboration et au droit, sinon d'expression de l'opposition, mais en tout cas au contrôle et à la transparence, eût été un signe fort. Madame Jamet, les vice-présidents de l'agglomération de Montpellier qui viennent d'être élus n'ont pas signé la charte anticorps. Je vous ai dit tout à l'heure que je leur proposerai de le faire, donc il m'est impossible aujourd'hui de délibérer sur quelque chose qu'ils n'ont pas fait. C'est ballot. Deuxièmement, concernant la commission finances de la ville, je remplirai avec Max Lévita les engagements que nous avons pris. Nous la ferons présider par un membre de l'opposition. Troisième point, si nous avons baissé le niveau des groupes à 2, c'est pour que toutes les sensibilités politiques qui sortent du suffrage universel soient représentées. Et je vous le reconnais, je vous le concède tout à fait. Je rappelais. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui sautent sur leur chaise en disant « il faut combattre tel mouvement, il faut combattre tel mouvement ». Il faut écouter la voix du peuple. Moi, je respecte infiniment le suffrage universel et je considère que les choix des électeurs doivent se faire sur d'autres critères que ceux uniquement de la com. Mais donc, à partir du moment, effectivement, où ils auront signé les vice-présidents, on pourra peut-être aspirer à participer de façon plus démocratique et pluraliste, donc, à ces commissions? Nous sommes très démocratiques. Et les commissions sont ouvertes à tous les membres du conseil d'agglomération. Elles ne sont pas pour consultation. Je vais vous donner donc... On fait partir le... Pardon. Alors, il ne faudra pas ouvrir. Merci. Philippe Sorel, Stéphanie Janin. Quelqu'un souhaite-t-il voter sur l'affaire numéro 11, la DSP Zénith Quorum? Je déclare le scrutin clos. Je vous propose de passer à l'affaire 12, commission de délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation du service des transports urbains et de la mobilité. Je vous propose en membres titulaires de la commission Pierre Bonal, Sonia Kerangueven, Sauveur Tortorici, Robert Cotte, Valérie Bartha-Sorsal, membre suppléant, Gilbert Pastor,
Michel Drey-Fitoussi, Chantal Lévy-Rameau, Caroline Navarre et Bernard Travier. Deuxième liste, Monsieur Jamel Boumaz, titulaire, Madame Jamé France, suppléante pour le Front National. Liste 1 et liste 2. Et c'est les bulletins rose clair. Philippe Sorel, Stéphanie Janin. Savoureux cet instant. Nous savourons pas assez. Il y a un embouteillage, non? Ouais. Il y a un embouteillage? Mais là-bas, ils sont en train de dépouiller, là-bas? Ils dépouillent? Délégation de services publics relative au service public de l'eau potable, l'eau brute et l'assainissement. 90 présents. Suffrage exprimé 80 pour la liste 1 et 3 pour la liste 2. 5 élus pour la liste majoritaire. Merci. Délégation de services publics pour le traitement des déchets ménagers assimilés. Une seule liste, voix obtenue 82. Les 5 titulaires et 5 suppléants de la liste majoritaire sont élus. On peut lancer l'affaire 13. On peut la lancer là. Non, il faut lancer la 13.
Quelqu'un souhaite-t-il voter sur l'affaire 12, service public, gestion, exploitation du service des transports urbains et mobilité? Le scrutin est clos. Vous pouvez dépouiller. Nous abordons l'affaire 13, commission de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation de la patinoire Végapolis. Nous vous proposons en membres titulaires Fabien Habert, Maude Botkin, Jean-Marc Ruggiero, Jean-Pierre Ricot, Joël Raymond. Membres suppléants, Eliane Lioré, Rosie Buono, Marie-Hélène Santarelli, Claire Hart et Julie Fraîche. Une seule liste. Les bulletins sont jaunes. Philippe Sorel, Stéphanie Janin. C'est rigolo d'ailleurs que plutôt extrême gauche droite. Peut-être les mêmes, peut-être pas les mêmes. Elle est gonflée, hein, cette petite ruisseau. Pas de petit plaisir. Pas de petit plaisir. Pas refuser que le plaisir. Quelqu'un souhaite-t-il encore voter sur la délégation de service public à la patinoire Végapolis? Je déclare le scrutin clos. Mademoiselle Botkin, Monsieur Habert, vous pouvez dépouiller. Commission
de délégation de service public relative à la gestion et l'exploitation du Zénith et du Quorum. 78 voix pour, 5 élus titulaires et 5 suppléants de la liste majoritaire. Et nous pouvons lancer l'affaire suivante. 14, qui concerne la DSP sur la gestion et l'exploitation de l'aquarium Mare Nostrum. Nous vous proposons en membres titulaires Henri de Verbizier, Maude Botkin, Eliane Lioré, Cyril Meunier, Chantal Marion. Membres suppléants Arnaud Moignet, Caroline Navarre, Jean-François Audrin, Aline Destayatz et Véronique Pérez. Le scrutin est ouvert. Ce sont les bleus, bulletins bleus. Philippe Sorel, Stéphanie Jeannet. L'affaire 14, c'est Arbatache.